Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier de votre présence nombreuse à ce webinaire. Et je vous précise d'emblée que c'est une initiative qui est réservée aux seuls militantes et militants de la CFDT Hauts-de-France. Nous sommes donc entre nous. J'espère d'abord que vous vous portez bien, toutes et tous, ainsi que vos familles et vos proches. Cette initiative que nous prenons aujourd'hui, l'URI CFDT Hauts-de-France, elle s'inscrit dans le travail que nous avons entrepris à l'URI et ses instances, notamment à la commission exécutive, depuis le début de la crise. En cette période, nous nous sommes recentrés sur l'essentiel et nous avons donc élaboré un plan de soutien aux équipes syndicales qui comprend de nombreux axes, l'accompagnement des équipes syndicales, le juridique, la santé au travail, les relations avec les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, etc. Certaines organisations syndicales, vous le savez sans doute, appellent à ne pas reprendre le travail. Ce n'est pas le choix de la CFDT. Ni l'attente d'ailleurs de nos militants selon les nombreux échanges que nous avons actuellement avec eux. Pour la CFDT, il est indispensable de faire redémarrer l'activité de notre pays, de notre région, mais pas à n'importe quelle condition. C'est une nécessité économique. Nous le savons tous, vous le savez, vous êtes bien placés pour le savoir dans vos entreprises. Des menaces lourdes planent sur de nombreux emplois. Et c'est également cette volonté de reprendre, c'est une aspiration de nombreux salariés, certains parce qu'ils sont épuisés par le confinement, d'autres parce que c'est un besoin. Ils sont aujourd'hui au chômage partiel et ne peuvent pas se payer le luxe que ce confinement s'éternise. La reprise, donc, elle doit se faire, mais pas à n'importe quel prix et pas à n'importe quelle condition. Et il y a pour la CFDT une priorité, c'est la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ceux que vous représentez. Et c'est pour nous une exigence absolue. Alors, comment peut-on parvenir au respect de cette exigence? Il n'y a pas beaucoup de voies de passage, on le sait aujourd'hui. Ça ne peut être qu'en associant les travailleurs à la reprise, notamment en entendant leurs interrogations, leurs réticences, leurs craintes et en y répondant. Et il n'y a qu'une seule voie de passage. Nous sommes bien placés pour le savoir, la CFDT, c'est celle du dialogue social, de la négociation, partout où c'est possible. Dans cette reprise, nous avons voulu vous aider. C'est le sens de cette initiative que nous prenons aujourd'hui. Et nous avons donc demandé à notre partenaire historique, Syndex, et à ses experts de nous aider. Donc, je salue Anne et Lucie qui vont vous accompagner aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Notre demande, et c'est ce qui nous guide dans tout ce que nous mettons en œuvre, ça a été de concevoir un outil opérationnel d'accompagnement des équipes et des élus qui vont avoir à négocier ces plans de reprise d'activité. Alors, je remercie Lucie et Anne d'avoir répondu à cette demande en quelques jours pour produire un outil qui, j'en suis persuadé, sera efficace. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un webinaire qui s'appelle « Reprise d'activité ». Et quelles mesures de protection pour la santé des salariés. Et vous aurez donc un apport d'information important avec nos deux expertes. Mais il faut aussi que vous compreniez bien que ce travail, il va s'effectuer en plusieurs étapes. Vous avez aujourd'hui une information générale, mais nous vous proposons une suite à ce webinaire pour pouvoir répondre à des questions plus précises, plus spécifiques, en lien avec vos réalités d'entreprise et d'établissement, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui parce que le temps est contraint, parce que la technique n'est pas celle qui est adaptée à ce type de travail, mais dès le mercredi 6 mai prochain, dans 2 jours, de 15h à 16h30, ceux qui parmi vous travaillent dans les fonctions publiques, eh bien, vous bénéficierez d'un espace de discussion numérique, mais je laisse Lucie et Anne, qui sont expertes, vous préciser de quoi il s'agira précisément, pour que vous puissiez dialoguer en direct avec elles sur les questions qui vous préoccupent directement en lien avec votre plan de activité dans votre établissement, votre entreprise. Donc, je le redis, les camarades qui appartiennent aux fonctions publiques et qui nous suivent aujourd'hui, rendez-vous le mercredi 6 mai de 15h à 16h30. Pensez à vous inscrire. Lucie et Anne vous rappelleront les modalités d'inscription parce que là, moi, tout de suite, elle m'échappe un peu. Nous avons envoyé un courriel avec Alia, nous recalerons si besoin. Et puis, pour les camarades du privé, même dispositif, une discussion numérique en groupe beaucoup plus restreint, j'ai oublié de le préciser, puisque ce sera au maximum 25 personnes, pour faciliter la qualité du dialogue. Donc, le 18 mai prochain, entre 11h et 12h30. Je précise, pour conclure, que le webinaire auquel vous participez aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sous forme de replay, dont vous trouverez le lien sur le site de la CFDT dans les
quelques jours qui viennent. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je sais l'importance du moment que vous vivez, je sais l'importance de la négociation que vous allez avoir à conduire sur le plan de reprise d'activité. J'espère, j'en suis persuadé, vous aurez ici un outil opérationnel avec notre partenaire et nos experts de chez Syndex pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin-là. Je vous souhaite de bons travaux. Nous aurons d'autres rendez-vous, je vous le dis, en mai et en juin, toujours avec Syndex, puis avec d'autres partenaires, pour continuer de vous accompagner sur ce chemin de la reprise dans une dimension complètement opérationnelle. Bons travaux à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Michel. D'après le petit chat qui s'affiche sur nos écrans, il y a quelques personnes qui ont du mal à se connecter ou à surtout entendre. J'espère qu'ils vont vite pouvoir nous rejoindre via le téléphone. Je m'appelle Anne Benedetto, je suis intervenante pour le cabinet Syndex depuis quelques années. Là, je vous parle depuis Besançon, dans l'est de la France. Donc, je travaille dans l'équipe qui intervient exclusivement sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail à Syndex. Je suis intervenante, mais aussi formatrice. Je passe la parole à Lucie. Bonjour à tous, donc je suis Lucie Wozniak, donc intervenante santé, sécurité, conditions de travail donc à Syndex depuis quelques années, également intervenante éco sur depuis plus d'une vingtaine d'années donc à Syndex. Voilà. Donc, l'objectif donc de ce webinaire est de voir avec vous quelles sont les obligations légales pour l'employeur en termes de mesures de protection dans ce contexte de crise sanitaire. Donc, dans un premier temps, Anne vous présentera donc le cadre légal général, mais aussi bien sûr le cadre spécifique en cette situation très compliquée. Puis je ferai un point sur les marges de manœuvre, en fait, les prérogatives du CSE. Quelle est la place? Il a une place importante à prendre dans ce contexte, et donc on va vous expliquer un peu quel est le rôle qu'il a à jouer. Et puis on finira par évoquer les principales mesures de protection à appliquer dans l'entreprise, sachant que sur ce point, on ne sera pas exhaustif, hein, puisque on verra tout le long de ce webinaire que les mesures de protection, elles s'adaptent à toutes les situations de travail. Donc, comme il y a de nombreuses situations de travail, dans une entreprise, il y a vraiment tout un travail à faire très argumenté qu'on peut pas présenter ici. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a finalement un socle de bonnes questions à se poser quand on parle de poursuite d'activité ou de reprise d'activité dans ce contexte Covid-19. Quelles sont les quelques questions de bon sens à se poser? Déjà, l'activité de l'entreprise est-elle essentielle? C'est sûr qu'on peut imaginer que, par exemple, un producteur de masques, il va tourner. On va pas se poser la question de activité ou pas. Où en est-on dans l'évolution de la situation épidémique? Est-ce que le pic épidémique est passé ou pas? Quelles sont les consignes établies par les autorités? Donc là, clairement, ça pose la question des modalités de déconfinement. Comment ça va s'organiser, à quel rythme, dans quelle région, on verra tout à l'heure, Anne vous en parlera, mais par exemple, il y a le protocole de déconfinement national là, qui vient de paraître, c'est le ministère du Travail qui a produit ce document pour les entreprises. On aura l'occasion d'en parler pendant cette heure.
Ensuite, se poser la question, comment a évolué la demande des clients, la demande des usagers dans ce contexte actuel. Est-ce que, voilà, il y a des entreprises qui tournent à plein régime en ce moment et d'autres qui sont totalement à l'arrêt. Et puis, et de fait, savoir quels sont les besoins de la population aujourd'hui par rapport à ces évolutions d'activité. Et enfin, est-ce que les conditions matérielles, techniques et organisationnelles à la reprise sont réunies? Par exemple, concrètement, par rapport au process de production dans une industrie, est-ce qu'on a la matière première suffisante pour commencer à produire? Ou si on parle mesures de protection, est-ce qu'on a suffisamment de masques, par exemple, pour équiper l'ensemble des salariés dans l'entreprise? Donc, je vais passer la parole à Anne. Voilà, alors on ne peut pas faire l'économie d'un petit passage par le cadre légal général, déjà, et le cadre légal spécifique en situation de crise sanitaire. Alors, je ferai une petite aparté. Le cadre légal spécifique en situation de crise en ce moment est un cadre extrêmement mouvant. Lucie vient de vous le dire, un protocole sanitaire en direction des entreprises édité par le gouvernement est sorti hier, un protocole de déconfinement, une ordonnance précisant, réduisant les délais d'information, consultation des CSE est sorti avant-hier. Donc finalement, chaque jour nous amène son lot de nouveautés en termes d'aspects légaux, juridiques ou réglementaires. Autre petite précision, nous allons beaucoup parler pendant cette heure de CSE. Vous nous excuserez, les personnes de la fonction publique. On prend un peu d'avance pour vous puisqu'en 2022, vous allez aussi connaître une fusion des instances, essayer de traduire, si on ne le fait pas, CSE par CHSCT, car pour le moment, vous avez encore cette instance, le CHSCT, qui comporte un H, hygiène, alors que le CSE n'a plus de H et, ironie du sort, on est sur des problèmes d'hygiène en ce moment. C'était une petite aparté sur cette nouvelle instance CSE. Alors, on commence par un article fondamental du Code du travail, qui est l'article L4121-1, et qui dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité, non seulement physique, mais aussi mentale des travailleurs. Ça, c'est vraiment un article socle du Code du travail qui, finalement, peut être actionné, qui peut être mentionné sur pratiquement chacun des avis que rend l'instance, puisqu'elle replace finalement l'obligation première de tout employeur en matière de santé et de sécurité. Alors, que dit plus précisément cet article du travail? Il dit que cette obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés par l'employeur, elle commence déjà par celle d'évaluer les risques. Vous le savez, depuis 2001, chaque employeur doit établir, en concertation d'ailleurs avec les représentants du personnel, ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, qui liste l'ensemble des risques physiques, psychosociaux de l'entreprise. Alors, le cadre général dit ça. Comment ça se traduit dans cette période de crise sanitaire? Eh bien, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, on est dans une période où on est en présence de nouveaux risques, donc le document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour en fonction de ce risque nouveau de Covid-19. Deuxième obligation pour l'employeur, mettre en place des actions de prévention des risques professionnels. Déclinaison en période de crise sanitaire, eh bien, parmi les actions, vous le savez, le télétravail doit être privilégié.
Dès que cela est possible, on favorise le télétravail et cela même aujourd'hui, alors que beaucoup d'entreprises ont repris le travail sur site. Réorganiser les espaces de manière à ce que la fameuse distanciation sociale soit respectée, mettre en place de nouveaux équipements comme des cloisons, des protections individuelles. Donc, en gros, l'employeur, tout employeur aujourd'hui, doit réaliser un plan de reprise d'activité. Si l'activité a continué, pour certains qui sont là, vous êtes nombreux de différents secteurs, pour les gens qui travaillent dans le secteur médico-social, évidemment dans le secteur sanitaire, dans le secteur du commerce et de la grande distribution, eh bien, ce sont des plans de continuité d'activité. Mais toujours est-il qu'il faut, à un moment donné, que par écrit, il y ait de consigner toutes les actions qui sont mises en œuvre dans cette période extrêmement complexe et dégradée de l'activité. Mener des actions d'information et de formation. C'est une obligation de toute façon dans tous les risques que rencontrent les salariés en entreprise, mais a fortiori en période de crise sanitaire, il faut que l'employeur forme et informe les salariés des actions et des consignes qui sont mises en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, mettre en place une organisation et des moyens adaptés, très important. On n'édicte pas des plans de prévention qui se basent uniquement sur des aspects matériels et techniques. Il y a une organisation de l'activité qui doit être modifiée en cette période de crise, à savoir un volume d'activité qui va être adapté, des horaires souvent qui vont être adaptés puisque vous le savez, la reprise d'activité elle va se faire de manière cadencée, donc certainement avec des équipes qui vont travailler différemment, sous forme de rotation parfois, et dans l'organisation, on va y venir plusieurs fois au cours de cette présentation, eh bien il y a aussi bien sûr des réunions très régulières qui doivent être menées avec le CSE ou le CHSCT ou la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail, la fameuse CSSCT. Et nous préconisons la mise en place d'une cellule paritaire Covid qui concerne et les représentants des employeurs et les représentants des salariés ou des agents dont vous faites partie. Le Code du travail se poursuit avec ce qu'on appelle, quand on est un peu de la partie, les 9 principes de prévention. Alors, on va de la même manière les reprendre, en reprendre quelques-uns et voir comment ils s'adaptent dans cette période de crise du Covid. Eh bien, les principes de prévention suivent la logique suivante. Il faut agir sur les risques à la source et les équipements de protection individuelle ne viennent qu'une fois que les mesures de prévention collective auront été actionnées. C'est uniquement si toutes les mesures collectives sont mises en place et ne suffisent pas que les équipements de protection individuelle, à savoir ici dans le cadre de la crise Covid, les masques, le gel hydroalcoolique, etc., ne seront proposés. Alors, éviter les risques, c'est mettre en place des mesures qui vont réduire toutes les sources de présence du virus, mais aussi de contamination du virus. Adapter le travail à l'homme, très important. Très important de rappeler régulièrement à l'employeur que ce n'est pas l'inverse qui doit être fait, ce n'est pas adapter l'homme au travail. Et donc, dans cette crise, eh bien, ce qui va être important, c'est que le poste de travail, l'environnement de travail seront adaptés à la réalisation d'un travail qui va intégrer les gestes barrières. On va y revenir, mais c'est vraiment fondamental de bien vérifier que l'on n'oblige pas les salariés finalement à eux-mêmes adapter leur manière de travailler parce que ils sont obligés de respecter les règles barrières. Ce n'est pas de leur responsabilité, c'est bien de la responsabilité de l'employeur de réfléchir à l'adaptation du travail dans cette période. Et donc, je l'ai dit, prendre des mesures de protection collective en leur donnant priorité sur les mesures de protection individuelle, à savoir les masques, les gants, les gels ne suffisent pas à protéger. L'organisation des espaces, des horaires et des process doit être
revue. Et encore une fois, l'affichage des consignes ne suffit pas. Il faut former les travailleurs, former les agents et vérifier si les instructions données sont comprises et surtout si elles sont applicables dans la réalité du travail qui est toujours fait de beaucoup d'imprévus, d'aléas qui vont bien sûr à un moment donné se confronter à ces mesures de départ. Où trouver les informations officielles? Alors, aujourd'hui, on a une multitude de sites, de brochures, de moyens de communication qui informent de manière plus ou moins sérieuse, hein, on en parle beaucoup dans les médias, plus ou moins galvaudés, qui informent de ce qui se passe autour de cette crise sanitaire. Donc nous, on va vous inviter, vous, représentants du personnel, à vous rendre sur les sites sérieux et officiels sur lesquels vous allez trouver les informations les plus importantes. Alors, la page, bien sûr, la plus officielle, hein, c'est bien celle du gouvernement et du ministère. Hein. Donc, allez sur, et là, Mathieu, donc qu'on n'a pas présenté, mais qui est notre responsable communication et qui est dans les coulisses, va vous envoyer des petits liens Internet pour que vous alliez retrouver tout ce que l'on est en train de citer. Donc, la page du gouvernement, elle reprécise ce que l'on vient de dire, à savoir l'employeur est responsable de la sécurité et de la santé des salariés. Il y a une priorité à donner à la réactualisation du document unique d'évaluation des risques, puisqu'on ne pourra mettre en place des mesures de protection que quand on aura bien évalué les risques en présence. Et, chose très importante qui est rappelée par le gouvernement, les instances représentatives du personnel doivent être associées à ces mesures de prévention qui vont être mises en place dans les entreprises dans le cadre de la continuité de l'activité ou de la reprise. Le site du ministère du Travail, il est réactualisé très régulièrement. On vient de vous le dire, hein, un protocole de déconfinement pour les entreprises est sorti le 3 mai, c'est-à-dire hier même, et c'est donc intégré dans le site du ministère du Travail. Sur cette diapo que nous vous présentons, on vous propose de vous rendre régulièrement sur les foires aux questions de ce site et également d'aller chercher dans les fiches conseils métiers qui sont éditées sur ce site, quelles sont celles qui vont correspondre aux activités qui sont réalisées dans vos entreprises. Donc, ces fiches conseils, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y en ait une soixantaine pour le 11 mai. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 40 tout de même, hein, qui recensent un certain nombre de métiers. Elles sont extrêmement prescriptives. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont intéressantes hein, parce que elles vont décliner les gestes barrières, les mesures barrières en fonction des différents métiers. Donc ça, c'est un aspect extrêmement intéressant que l'on peut reconnaître à ces fiches-là. Il y a aussi quelques guides hein, par secteur d'activité qui sont édités. Ce que l'on regrette, nous, c'est que dans ces fiches-là, on ne trouve pratiquement rien sur la démarche à mettre en œuvre pour justement mettre en place ces mesures de protection, à savoir justement ces fiches et ces guides se taisent sur la place des instances représentatives du personnel, sur la place du CSE, sur la place du CHSCT, sur la place de la commission santé, sécurité, conditions de travail, dans la démarche de reprise d'activité ou de continuité d'activité. Et cela, pour nous, c'est un vrai manque et on le regrette. Elles se taisent aussi, ces fiches et ces guides, beaucoup sur ce qu'on va appeler, nous, les risques indirects liés à cette crise sanitaire, à savoir, lorsque l'on met en place des mesures barrières, lorsque l'on met en place des protections, eh bien, il arrive que d'autres risques se trouvent actionnés, hein, se trouvent induits par le fait de mettre en place, alors par exemple, des cloisonnettes. Hein. Si l'on met en place des cloisonnettes en plexiglas, qu'on trouve dans de nombreux secteurs d'activité aujourd'hui pour protéger
la contagion, hein, pour protéger la dissémination du virus, eh bien, on va avoir certainement des contraintes gestuelles, des contraintes posturales qui vont engendrer parfois des troubles musculo-squelettiques. Le fait que l'on ne puisse pas travailler à deux pour certaines tâches vont parfois générer des risques dorso-lombaires, par exemple, porter 2 fois plus de choses parce que on ne peut pas être aidé, hein, ou on ne peut pas utiliser les mêmes équipements que d'habitude parce qu'on est contraint par ces nouveaux gestes barrières. Donc ces fiches, elles se taisent un petit peu trop sur ces questions-là, mais en revanche, elles sont toujours intéressantes à consulter pour au moins voir comment on peut appliquer un certain nombre de dispositifs dans chacun des métiers. Le site de l'INRS, bien sûr, que l'on ne saurait vous conseiller, et le site de l'ANACT, qui reprennent également énormément d'informations sur le travail sur site et aussi sur le télétravail, qui comporte un certain nombre de risques et qui sont très bien abordés dans par ces deux organismes nationaux. Et puis, je compléterai, bien sûr, par le site de la CFDT, les sites des organisations syndicales, hein, bien sûr, et puis le site de Syndex, hein, qui est très nourri aussi de fiches pratiques, de foires aux questions, hein, voilà. Alors, une fois que je vous aurai cité voilà, toutes ces plateformes, tous ces endroits où vous pouvez trouver des renseignements, vous devriez avoir l'essentiel des informations pour pouvoir être actif, hein, dans cette période et jouer pleinement votre rôle. Alors, maintenant, on va aborder le rôle du CSE ou du CHSCT, hein, dans la fonction publique, dans ce contexte un petit peu particulier. Alors, il y a vraiment cette notion, on va dire, d'information-consultation, hein, qui est à voir. Le rôle du CSE, un cadre légal incertain, bien certes, en ce moment, le cadre légal, il est très, très mouvant. Ceci dit, bon, il y a quand même, de la part de l'employeur, hein, une obligation d'information et de consultation dans le cas de reprise ou de poursuite d'activité. Donc, effectivement, il y a deux possibilités. Soit on est dans le cadre d'une poursuite d'activité. C'est typiquement l'activité, par exemple, des hypermarchés, où, voilà, au niveau alimentaire, il y a un besoin, hein, d'ouverture des magasins de toute façon. Donc, ces magasins n'ont jamais fermé. Donc, dans ce cadre, l'employeur doit mettre en place des mesures de protection des salariés à titre conservatoire, c'est-à-dire que dès le démarrage de la crise, en fait, l'employeur a dû fournir, hein, les protections nécessaires aux salariés. Mais en parallèle, cela n'exonère pas l'employeur d'informer et de consulter le CSE pour qu'il rende un avis sur le plan sanitaire qui a été mis en place par l'employeur. Il y a un délai. Alors, jusqu'à avant-hier, le délai qui était communément, que l'on avait tous en tête, c'était un délai de 1 mois, hein, pour que le CSE soit consulté et qu'il puisse apporter des mesures complémentaires à celles proposées par l'employeur pour préserver la santé des salariés. Depuis avant-hier, donc il y a un décret, on en parlera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, un décret qui est sorti, qui raccourcit en fait le délai de consultation dans cette période de crise sanitaire, le délai de consultation du CSE, donc qui est passé de 1 mois à 8 jours quand il n'y a pas de recours à l'expert, alors que quand il y avait un recours à l'expert, le délai de consultation était de 2 mois. Aujourd'hui, il passe à 12 jours ou 11 jours, 12 jours en CSE central, 11 jours en CSE.
Voilà, donc des délais qui ont été fortement réduits, des délais de consultation fortement réduits. Ceci dit, cette obligation d'information-consultation persiste quand même, heureusement, dans cette situation compliquée. Donc, on a vu pour la poursuite d'activité, en cas de reprise d'activité, donc une société qui a fermé, qui redémarre son activité. Donc là, typiquement, on est dans le cadre d'un projet, en fait, et un projet qui modifie grandement les conditions de travail. Donc, il y a nécessité, il y a un cadre légal précis, c'est l'article L2312-8 du Code du travail, qui dit que le CSE doit être informé et consulté sur les modalités de reprise de l'activité, sur les mesures de protection qui sont mises en place par l'employeur, sur les conséquences de l'utilisation de ces mesures de protection sur l'organisation du travail, sur l'ensemble des conditions de travail. Donc, on est bien sur un projet et donc qui nécessite une information, consultation du CSE dans les mêmes délais que ce qu'on a évoqué pour la poursuite d'activité, c'est-à-dire entre 8 et 12 jours, selon que le CSE fasse appel à l'expert ou pas. Un élément très important également, cette consultation doit se faire avant la reprise d'activité. D'accord ? On est bien dans une consultation à l'état de projet. Alors, quelle modalité d'implication du CSE ? Bon, alors, on l'a déjà suffisamment dit, mais la crise sanitaire a un caractère vraiment qui est inédit. Et ça nécessite, on va dire, des modalités de dialogue social qui sont adaptées à cette situation. Pourquoi ? D'une part, parce que il faut donner la possibilité au CSE d'affirmer ses prérogatives santé, sécurité, conditions de travail. Et le CSE a un rôle à jouer. Les représentants des salariés connaissent le terrain, sans doute mieux que l'employeur. Et il a un rôle à jouer, il peut apporter des éléments complémentaires dans l'analyse des situations à risque et des mesures de protection que l'employeur prévoit de mettre en place. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, quelles sont les modalités d'un dialogue social adapté ? Il y a quatre conditions essentielles. Tout d'abord, l'employeur doit présenter un dossier de consultation. On a bien évoqué tout à l'heure qu'on était dans une consultation sur projet. Et comme tout projet, l'employeur doit présenter un dossier de consultation avec des mesures très détaillées de ce qu'il va mettre en place pour préserver la santé des salariés. Donc, quand on dit très détaillé, ça signifie qu'il doit faire une revue en fait des postes, poste par poste, métier par métier, de l'ensemble des mesures de protection qu'il doit mettre en place. Donc, ça permet donc au CSE, je le disais, d'analyser les éléments, d'apporter des éléments complémentaires. Et puis, ça alimente aussi le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Il faut savoir que le DUERP doit être mis à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle organisation. Car qui dit nouvelle organisation dit nouveaux risques. Donc, on doit intégrer ces nouveaux risques dans le DUERP. Donc, une fois qu'ils sont identifiés, il faut les analyser et trouver un plan, mettre en place, on va dire, un plan d'action pour les limiter. Toujours, en cas de reprise d'activité, on le redit, c'est important que la direction présente l'ensemble de ces éléments en amont de la reprise d'activité. Les salariés ne doivent pas avoir repris le travail avant que ce dossier soit
soit travaillé en instance. Une deuxième condition indispensable, c'est le délai suffisant, sachant que ce délai, il en a pris un petit coup dans l'aile, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, étant donné le raccourcissement très, très important qui a été amené par ce fameux décret qui est sorti avant-hier. Mais en tout cas, ce délai doit permettre donc d'analyser les mesures prévues, de questionner. En fait, en quelque sorte, les élus du CSE doivent challenger un peu l'employeur sur le plan sanitaire. Troisième condition, le CSE, une fois qu'il a ce dossier de consultation, qui a eu des analyses, etc., il doit rendre un avis circonstancié, c'est-à-dire que un avis circonstancié, c'est pas juste un pour ou contre un projet de redémarrage d'activité, c'est expliquer pourquoi on est pour, expliquer pourquoi on est contre et apporter des points de vigilance. Et pour ça, on le redit, l'employeur doit vraiment apporter des éléments le dossier doit être très instruit, très détaillé. Et enfin, nous, on préconise fortement dans nos travaux la mise en place d'un dispositif paritaire de suivi de l'application de ces mesures de protection, c'est-à-dire que le CSE n'a pas fini son travail une fois qu'il a rendu un avis sur les conditions de redémarrage. Il doit être sur le terrain avec aussi l'employeur et travailler de manière constructive pour valider qu'une fois que l'activité sera à nouveau en mouvement, eh bien, les dispositifs qui seront mis en place seront efficaces. Il y a forcément des situations de travail où on va s'apercevoir que ce qu'on avait prévu, eh ben, ça ne se passe pas comme ça dans le travail réel. Il y a toujours des aléas, il y a des imprévus qui font que ce qui a été envisagé ne fonctionne pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un dispositif de suivi qui permet de revoir, de re-questionner les situations de travail. Alors, que peut faire le CSE lorsque les mesures prises par la direction sont insuffisantes? Alors, ce sont des questions qui reviennent assez souvent par nos mandants. Alors, il y a plusieurs marges de manœuvre. De manière générale, quand on voit que en instance, on n'arrive pas à trouver de solution, qu'il y a un blocage avec l'employeur, déjà une règle un petit peu, on va dire générale, c'est de faire appel aux intervenants extérieurs qui peuvent aider à trouver des solutions, à trouver un consensus au sein de l'instance. Déjà, donc une première action, supposons que l'activité s'est poursuivie ou qu'elle a repris et que les mesures qui sont mises en place sont insuffisantes. Les élus du CSE peuvent immédiatement, en fait, provoquer une réunion extraordinaire. Il suffit qu'il y ait 2 représentants du personnel qui en fassent la demande et l'employeur ne peut pas refuser. Et lors de cette réunion, lors de cette réunion extra, ce qui est bien, c'est justement d'inviter le médecin du travail, l'inspecteur du travail, voire le contrôleur de la CARSAT, qui auront un regard extérieur et qui pourront faire avancer les choses au cas où vraiment il y a des difficultés à trouver des solutions face à des mesures de protection insuffisantes. Donc, l'idéal, c'est de provoquer une réunion extra très rapidement et donc de faire le point sur les situations de travail qui sont à risque et de revoir en fait les mesures de prévention. Une deuxième possibilité, c'est d'actionner l'inspection du travail. Les élus du CSE peuvent, par écrit, c'est beaucoup mieux, faire part de leurs observations en matière de santé et sécurité au travail. Souvent, ça peut venir d'observations, de témoignages qui remontent du terrain de salariés.
Et puis, voilà, préciser auprès de l'inspection du travail les différents éléments qui dysfonctionnent. Il y a une troisième action possible, le déclenchement du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Donc là, typiquement, l'activité a repris, s'est poursuivie et on constate qu'il y a une situation de danger grave et imminent. Donc l'élu de CSE doit alerter l'employeur, il consigne les éléments sur un registre spécial, il enquête avec l'employeur, et là il y a deux cas de figure, hein. Soit l'employeur constate qu'effectivement il y a un danger, et il y a un travail d'analyse qui est fait de manière constructive au sein du CSE, et la procédure d'alerte est close, puisqu'on met en place des mesures. Soit l'employeur ne considère pas qu'il y a un danger, et dans ce cas-là, le CSE se réunit, il y a un désaccord qui est posé, et c'est important de solliciter l'inspection du travail. Il faut savoir que dans ce cas de droit d'alerte, les salariés peuvent exercer leur droit individuel de retrait, mais c'est eux individuellement qui doivent en informer l'employeur. Voilà, donc vous voyez, il y a finalement le cadre légal, il offre quand même quelques possibilités face à des situations qui sont, on va dire, des situations de blocage pour que les élus du CSE puissent exercer leur marge de manœuvre. Alors, dans les acteurs importants de la prévention des risques, Lucie vient de citer le rôle très essentiel, je dirais, de l'inspecteur du travail, l'inspection du travail, qui aujourd'hui émet de nombreux courriers, de nombreuses injonctions en direction des employeurs qui ne respectent pas vraiment les règles fondamentales de consultation des représentants du personnel, qui ne respectent pas les consignes de base du gouvernement concernant les gestes barrières. On fait une petite collection, là, depuis qu'on accompagne des équipes depuis le début de la crise, on fait une petite collection de lettres vraiment très pertinentes et très intéressantes d'inspecteurs du travail qui somment les employeurs de se mettre en règle. Alors, deuxième acteur important, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail, comme vous l'a dit Lucie, il faut veiller à l'inviter et éventuellement lui passer un petit coup de fil pour qu'il soit présent lors des réunions. Alors évidemment, il y a beaucoup de réunions visio aujourd'hui de l'instance. Le ministère du Travail a rendu une ordonnance le 1er avril dernier qui aménage temporairement les missions des services de santé au travail. Alors, soit vous êtes dans une entreprise, vous avez un médecin du travail, ce qu'on appelle le médecin du travail interne, autonome, soit vous adhérez, votre entreprise adhère à un service de santé au travail. Le gouvernement leur demande vraiment de se mettre sur cette actualité-là, c'est-à-dire à un moment donné de laisser un petit peu de côté ce qu'ils font traditionnellement, les visites régulières, etc., pour se focaliser sur les questions justement de mise en place des mesures de protection des salariés. Si vous allez sur des sites aussi de services de santé au travail, vous verrez qu'ils sont assez nourris en ce moment de checklists, de recommandations qui sont très intéressantes. Ils animent aussi parfois des webinaires. Donc, le médecin du travail, vous pouvez le solliciter, lui demander de relire justement les documents que l'on vous adresse, vous, à l'instance, en termes d'action de prévention, d'avoir une analyse critique de la mise à jour du document unique. Il est là pour ça, il peut vous aider et il a une équipe avec lui. Cette ordonnance du 1er avril prévoit aussi que le médecin du travail prescrive des arrêts
Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le décret n'est toujours pas paru, donc ce n'est pas opérationnel, mais certainement dans les prochains jours, le médecin du travail pourra lui-même procéder à des arrêts de travail, ce qu'il n'a pas le droit de faire en temps normal. Ça, c'est pour le rôle très important du médecin. On revient sur votre rôle, vos moyens, vous, CSE ou CHSCT, avec un petit rappel du Code du travail qui dit que le nombre maximal d'heures de délégation peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un état d'urgence sanitaire, qui était d'ailleurs déclaré le 24 mars et qui est prolongé aujourd'hui, là encore de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Donc, on est vraiment dans le cas de circonstances exceptionnelles et vous pouvez du coup demander à disposer de davantage d'heures de délégation car vous avez un gros travail à faire, un gros travail documentaire comme on l'a dit, mais aussi un gros travail sur site ou en tout cas un gros travail relationnel avec les salariés que vous représentez. Sur site quand vous le pouvez, évidemment. Alors, pardon. Alors, que fait le CSE? Que doit faire le CSE lorsque les mesures de protection sont présentées par la direction? Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce que je vois que le temps passe très vite. Donc déjà, on l'a déjà dit, mais c'est quand même important, il faut challenger les mesures de protection qui sont présentées par la direction au CSE. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander énormément de précision, de détails sur les mesures qui sont présentées. Il faut faire une revue poste par poste, donc il faut vraiment poser toutes les modalités de mise en œuvre de l'exécution du travail. Il faut notamment voir s'il y a bien des formations qui sont prévues pour appliquer ces mesures. Et puis surtout, finalement, de manière générale, savoir si tout ce qui est prévu dans le plan sanitaire est-il compatible avec la manière dont le travail va s'exécuter réellement, en fait. Y a-t-il vraiment tout ce qui est revu au niveau du plan sanitaire? Est-ce que ça coïncide avec les espaces de travail existants, les postes de travail, les processus? Il faut sans doute les adapter pour notamment cette fameuse distance de sécurité entre les salariés implique que les espaces de travail tels qu'ils existent doivent être revus. Ou alors il faut moins de monde, moins de salariés dans un espace à isopérimètre. Aussi, au niveau des équipements de protection, est-ce que c'est compatible, par exemple, le port de gants lorsque le travail nécessite une dextérité, quelque chose de très, très précis. Est-ce que on peut envisager comment on organise le travail quand on a le port de masque, quand on porte le masque et que il faut s'exprimer dans un contexte très bruyant? Vous voyez, des choses très pragmatiques finalement qui font que il faut se poser, il faut vraiment se poser toutes les bonnes questions quand on réfléchit aux mesures de protection à mettre en place et surtout à comment on va faire quand on va travailler. Et puis les élus sont en capacité, qui mieux que le salarié connaît les situations de travail. Donc les élus sont en capacité d'apporter des mesures complémentaires face aux mesures présentées par la direction qui peuvent paraître insuffisantes. Donc il y a un gros travail d'analyse, métier par métier, fonction par fonction, processus par processus. C'est vraiment un gros travail de fond pour l'employeur, mais qui paraît essentiel. Donc, il y a les EPI, les équipements de protection individuelle, mais il ne faut surtout pas oublier les mesures organisationnelles. Ne serait-ce que cette distance d'1 mètre qui fait que forcément l'effectif, il est réduit dans un espace. Donc, il faut revoir la réorganisation du travail,
Ça nécessite peut-être de mettre en place plus de polyvalence, de revoir les amplitudes horaires, de revoir les nouveaux horaires de travail. Bon, voilà, le travail, en fait, il peut être modifié, peut être gêné par la mise en œuvre des mesures de protection. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai donné, avec les gants et les masques. Mais aussi, ça signifie qu'il y a un échange à avoir avec l'employeur sur le fait que, avec des mesures de protection, avec des EPI, la vitesse d'exécution du travail sera forcément ralentie. Donc, ça veut dire organisation modifiée. Ça veut dire effectif adapté. Aussi, une modification du process, c'est en soi une mesure de protection. Hein. Si on prend le cas de la grande distribution, on a revu à certains endroits, par exemple dans les rayons traiteurs, des modalités de service. Pour que le client, par exemple, soit distant d'1 mètre avec le salarié, par exemple, l'approvisionnement se fait dans des chariots. On peut aussi évoquer le cas des drives. Il y a des modifications d'organisation du travail qui ont été faites, parfois même différentes selon des enseignes. On peut donner des exemples. Hein. Par exemple, dans une enseigne, le client qui arrive au drive, il reste dans sa voiture. Le salarié dépose le caddie, il repart. Et ensuite, donc c'est le client qui met ses marchandises dans le coffre et qui dépose le caddie à un endroit. Donc ça, c'est une nouvelle organisation du travail. Une autre organisation du travail qu'on peut retrouver dans une autre enseigne, hein, en lien avec le drive, c'est par exemple le client qui ouvre le coffre, qui rentre dans sa voiture, qui attend donc que le salarié mette la marchandise dans le coffre de la voiture. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes possibilités en fait d'organisation, par exemple sur le drive, qui engendrent, qui minimisent normalement les risques de contamination. Alors, à travers ces deux cas, on peut se dire que c'est la deuxième solution qui est la plus, on va dire, la plus positive, parce que finalement, le client ne touche pas le caddie. Pourtant, mais ouais. C'est là que on voit tout de suite par cet exemple ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, en supprimant un risque, effectivement, hein, on a moins de risques de contamination si c'est le salarié du drive qui va placer les marchandises dans le coffre du client. Hein, il n'y a plus de proximité avec le client, certes. On diminue, on limite le risque sanitaire. Mais qu'est-ce qui va se passer pour le salarié? Il va se passer qu'il va manutentionner des tonnes de marchandises dans sa journée. Il va les manutentionner à bout de bras, hein, puisque placer des marchandises dans un coffre, ça veut dire qu'il y a une extension des bras, hein, et que du coup, il y a une sollicitation très importante, une sollicitation dorso-lombaire très importante. Et là, on va se retrouver avec un autre risque qui émerge, hein, et auquel il faut que les représentants du personnel soient hyper vigilants. C'est-à-dire attirer l'attention de l'employeur sur le fait que là, on ne peut pas demander aux salariés la même quantité de travail que en temps classique où il n'a pas apporté les courses dans le coffre des clients. Hein, vous voyez comment il faut dépasser le spectre réduit des mesures barrières et de la protection du virus pour regarder beaucoup plus large sur l'ensemble des risques nouveaux induits par cette période de crise sanitaire. Et enfin, un dernier point qui semble important dans la réorganisation, c'est la nécessité de pallier les absences. On sait tous que on fonctionne à effectif réduit parce que il y a des personnes à risque qui ne sont pas présentes au travail, des personnes qui doivent garder les enfants, etc. Et puis, il y a cette fameuse distance de sécurité qui fait que il y a moins de personnes dans un espace. De fait, il faut revoir en fait les
les modalités, on va dire, de remplacement des salariés absents. Est-ce qu'on recourt à l'intérim? Mais dans quel cadre? Parce que si on fait appel à de l'intérim, il faut former ces gens. Mais qui va former les gens? Les CDI, qui sont déjà peu nombreux. Enfin, voilà, donc vous voyez, tous ces éléments doivent être posés sur la table de la négociation avant de redémarrer le travail. Enfin, il y a un élément que l'on préconise fortement dans nos expertises, c'est le dispositif paritaire de suivi. On l'a évoqué très très rapidement tout à l'heure, mais il nous semble important, une fois que l'activité a repris, de faire fonctionner une commission Covid-19, par exemple. Cette commission doit être, ses prérogatives doivent être définies en amont, bien sûr, du redémarrage, mais il semble important donc de mettre en place une instance qui permette d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe, d'identifier en fait les situations problèmes, de les remonter dans l'instance. Donc cette commission, elle peut être composée d'élus du CSE ou d'élus de la commission, enfin de représentants de proximité. Elle peut aussi intégrer le médecin du travail, le responsable QHSE, etc. Mais en tout cas, c'est une commission qui existe, qui fonctionne de manière, on va dire, très intense dès le démarrage d'activité, tous les jours, un petit point par exemple, pour voir qu'est-ce qui va pas. Et qui peut se réunir à une fréquence peut-être un peu moins importante au fil des jours, une fois que il y a une certaine routine qui se met en place. Mais ça nous semble être un élément fondamental. C'est un peu un process itératif où il y a des choses qui ont été réfléchies, organisées, mais de manière peut-être un peu théorique. Et une fois qu'on est en situation de travail, cette commission permet de remonter les problèmes. Voilà. Alors on répond dans le chat en même temps. C'est assez compliqué, mais on va essayer. Je vais reprendre donc après la reprise. Lucie vous a expliqué tout ce à quoi il faut être vigilant avant de reprendre. Mais une fois que l'on a repris, eh bien le travail ne s'arrête pas là, bien au contraire. Le CSE doit être d'autant plus vigilant que des tas d'événements, des tas de situations problèmes vont apparaître parce que on ne peut pas tout envisager a priori. Et bien sûr, on va trouver des trous dans la raquette, comme on dit aujourd'hui, c'est l'expression un peu à la mode. Mais voilà. Et là, il va falloir que cette cellule Covid, cette commission paritaire Covid dont Lucie vient de vous parler, poursuive des visites régulières de sites, des visites régulières de postes pour aller comprendre à quel moment la distanciation, on peut pas la mettre en place ou elle ne peut pas tout le temps être respectée. À quel moment on va se trouver bien obligé de faire des choses ensemble, de se passer des outils, de se transmettre des paquets, des colis, des bannettes, et qu'il faudra bien sûr à chaque fois désinfecter, etc. Ça va prendre du temps et ça va générer des contraintes, là encore, supplémentaires. Alors, allez faire des visites régulières de sites en étant bien sûr très très protégés, vous les représentants du CSE, et en respectant aussi les distances, en prenant souvent des photos, parce que rien de tel que de ramener justement à la cellule Covid des photos, des petits films qui montrent bien que là il y a un souci et que tout ce qui avait été prévu dans le plan de prévention, ça marche pas toujours à tous les moments. Et puis informer aussi les salariés que vous représentez de la possibilité qu'ils ont de vous faire part très régulièrement des situations problèmes qu'ils rencontrent. C'est pas en faisant des visites que vous allez tout voir, donc il faut travailler sur un système de remontée d'informations. Alors, on vous propose un système assez classique de fiches d'événements indésirables ou de fiches de situations indésirables, de situations problèmes, qui peuvent être remplies par les salariés et qui peuvent être
directement remonter à la commission Covid et ensuite qui seront consignés, qui feront l'objet d'un fichier de suivi des difficultés et des anomalies et qui pourront donner lieu à des actions de réajustement des mesures. Hein, vous le comprenez bien, ces mesures, il faut sans arrêt les revoir, les réajuster parce que le travail évolue, la contagion évolue, la législation évolue, vous voyez, et les situations auxquelles on ne pense pas a priori, eh bien, il y en a tout le temps dans les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Voici un petit exemple de fiche d'incidents indésirables, de situations problèmes, très classique, hein, que vous pouvez proposer hein, dans le cadre de la cellule, dans le cadre du CSE, dans le cadre de concertation que vous avez avec l'employeur, hein, la date de survenue du problème, l'heure de survenue, très important les heures, hein, dans quel atelier, dans quel service, sur quel poste, la description de la situation à risque et l'action immédiate réalisée. On pourrait rajouter aussi, alors il y a eu une action immédiate qui a été voilà mise en place parce qu'il fallait réagir sur le coup, mais quelles seraient les actions à froid comme on dit, hein, qui pourraient être du coup instituées de manière plus pérenne. Voilà. Et donc cette petite fiche, nous on vous conseille vraiment de la mettre en place parce qu'elle permettra de fonctionner avec les salariés que vous représentez encore pendant plusieurs mois, puisque on le sait, hein, la reprise d'activité elle va se faire de manière très progressive, il va y avoir des montées en cadence, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont reprendre, qui vont quitter le télétravail, qui vont revenir sur les sites ou qui vont quitter le chômage partiel, et donc ce sera toujours à remettre sur le métier. Dernière partie, les principales mesures de protection à appliquer. Alors, on va peut-être aller un petit peu vite parce que là, on vous a fait des petits extraits finalement de tous les documents que l'on a cités au démarrage du webinaire, hein, sur lesquels vous pouvez vraiment aller vous repérer. Alors, privilégier le télétravail. Le télétravail, c'est effectivement une bonne solution hein, pour aujourd'hui éviter que on se contamine dans le travail, mais ce n'est pas anodin. Et le télétravail comporte un certain nombre de risques. Alors, a fortiori, quand on travaille en ce moment chez soi avec les gamins dans les pattes, c'est encore plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, travailler chez soi, on n'est pas toujours bien équipé, on n'a pas toujours l'environnement adéquat. Il faut aussi être vigilant parce que on ne peut pas réaliser la même charge de travail. Hein, les moyens de communication modernes sont assez fatigants sur le plan cognitif. Donc, on a besoin de faire des pauses de manière beaucoup plus fréquente qu'en activité, on va dire, traditionnelle. Hein. L'articulation entre le temps de travail et la vie personnelle doit être vraiment bien calibrée et il faut être très vigilant à ça. Et puis, il y a une perte du collectif de travail qui est souvent très éprouvante. Hein. On a l'impression qu'on est seul, qu'on a moins de contact avec les équipes. D'où l'importance hein, que vous demandiez à ce que le management soit très attentif, prenne très souvent le pouls des équipes, organise des petites réunions en visio très régulières pour éviter que les gens se sentent seuls, dépassés, mal à l'aise avec ce télétravail. Alors, le management doit être vigilant à fédérer les équipes, à prendre soin des gens, mais attention hein, aussi à ne pas être trop intrusif, hein, c'est-à-dire à ne pas non plus demander toutes les heures aux salariés où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils font, etc. Il faut qu'il y ait quand même aussi de la souplesse dans l'organisation du télétravail. Attention aussi, hein, aujourd'hui on entend beaucoup parler de sentiments vraiment d'iniquité que rencontrent les personnels qui sont obligés, eux, d'aller sur le site, hein, les gens qui ont ces fonctions essentielles, hein, et qui disent, bah, finalement, ceux qui restent en télétravail, ce sont les cadres, ce sont les gens qui finalement ont une activité qui est peu coûteuse physiquement, et ça crée un sentiment vraiment d'injustice, d'iniquité, auquel il faut que vous soyez vigilants, vous le CSE, et pourquoi pas hein, dire à un moment donné, bah, les cadres, il faut aussi hein, de temps en temps qu'ils reviennent sur le terrain, qui reprennent la température du terrain et qui ne soient pas non plus exclusivement en télétravail parce que ça va créer vraiment une scission très importante entre ce qu'on appelle les cols bleus et les cols blancs. Les mesures d'hygiène et les gestes barrières, moi je crois que vous les connaissez tous.
Hein, donc, il faut qu'elle soit affichée, il faut qu'elle soit communiquée, il faut qu'elle soit martelée régulièrement, hein, se laver les mains, la distance de 1 mètre, tout c'est dans son coude, etc. Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail. Alors, depuis hier, on a une indication supplémentaire. On avait la distanciation du mètre, hein, qui est dictée par les autorités françaises. On a aujourd'hui le conseil de 4 mètres carrés autour du poste. On a un petit peu parlé au cours du chat, là. On prend un espace partagé, un espace ouvert, on enlève tout ce qui est mobilier, tout ce qui est équipement, on enlève tout ce qui est pris par les allées de circulation et une fois qu'on a soustrait tout ça, hein, on va diviser par 4 la surface restante et on va trouver le nombre de personnel admis dans cette surface pour respecter la distanciation de sécurité. Le protocole sanitaire gouvernemental nous donne aussi des indications sur la gestion des flux, hein, essayer d'être dans une marche en avant dans l'entreprise, de flécher les circulations pour aller au vestiaire, pour aller dans les salles de pause, pour aller à la cantine. Faire en sorte aussi que il y ait on va dire des tours de rôle, hein, dans les vestiaires, dans les salles de pause, à la cantine, hein, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas trop nombreux. Sur les équipements de protection individuelle, à nouveau, le texte qui est sorti hier, le protocole de déconfinement insiste très fortement sur le fait que le masque n'est pas un équipement qui se suffit à lui-même. Il peut même devenir un équipement, entre guillemets, dangereux si l'on considère qu'il suffit justement à protéger de la contamination. Parce que ce masque, si on le met mal, si on l'enlève mal, si on le porte mal, hein, par exemple avec une barbe ou si on l'ajuste pas bien, etc., il va devenir finalement poreux. Hein, il va laisser la contamination se produire et la personne, elle pense qu'avec son masque, tout va bien. Elle va être à proximité des autres, elle va vraiment oublier complètement les mesures barrières et donc ça va devenir quelque chose finalement de plus dangereux que si on n'en avait pas. Et le gouvernement insiste encore sur le fait que masque FFP2 et masque chirurgical sont prioritairement donné au personnel soignant. Ça, c'est important, hein, de le redire parce que malheureusement, on a vu des entreprises qui avaient un peu réquisitionné des masques au détriment voilà, du personnel qui en a le plus besoin. Lui, le personnel soignant, c'est évident qu'il en a besoin. Les gants, alors les gants, c'est la même chose. Hein, ce n'est pas un équipement qui est particulièrement recommandé dans le cadre de cette crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que le lavage des mains suffit. Le Covid, c'est la maladie. Le SARS-CoV-2, c'est le virus. Hein, on se trompe pas. Ce coronavirus, il est entouré d'une petite pellicule lipidique, c'est-à-dire graisseuse, qui part avec l'utilisation de produits tensioactifs classiques, c'est-à-dire des produits ménagers, hein, classiques. On n'a pas besoin d'utiliser systématiquement de l'eau de javel ou de l'alcool à 70 degrés. Ça va plus vite avec l'eau de javel et l'alcool, mais en utilisant des produits tensioactifs classiques, ménagers, en frottant, en se nettoyant les mains avec du savon, on élimine le virus. Hein. Or, avec un gant, c'est pareil, on peut penser qu'on est protégé, en fait pas du tout parce qu'on va toucher plusieurs surfaces qui vont entraîner des contaminations d'autres personnes. Et puis quand on l'enlève ce gant, eh ben on a toutes les chances de se contaminer parce que on ne sait pas très bien enlever ces gants à usage unique quand on n'est pas habitué dans le cadre de sa profession à les utiliser. Alors, on a reposé donc quelques mesures, hein, de protection, mais qui sont loin d'être exhaustives. Mais on a évoqué, on va dire, des endroits un petit peu stratégiques, comme les entrées et sorties de sites, par exemple, où voilà, quelques exemples nous paraissent peuvent être évoqués, notamment l'idéal, c'est de laisser les portes ouvertes, ou alors voire supprimer, par exemple, les portiques d'entrée. Ça évite des regroupements de salariés à un endroit un peu stratégique. Aux entrées et sorties d'ateliers, il nous semble nécessaire
de mettre ce qu'il faut pour se laver les mains. On parlait de mesures organisationnelles tout à l'heure. Il faut adapter les horaires pour éviter que les équipes du matin et de l'après-midi se croisent, par exemple. Il faut revoir les passages de consignes entre les équipes. Il faut éviter, en fait, le face-à-face, les consignes en vis-à-vis. Ensuite, c'est nécessaire aussi de cadencer le passage au vestiaire pour éviter une concentration, entre guillemets, de salariés. Voire éventuellement prévoir un habillage, déshabillage à domicile, mais ça finalement c'est sans doute pas une bonne solution puisque ça peut finalement déboucher sur l'apport du virus à la maison. Donc voilà. Ensuite, au poste de travail, il y a des choses. On le redit, hein, chaque poste est différent, donc il y a des questions. Il faut reposer toutes les situations de travail, mais à minima, il y a une mise à disposition de pays à adapter à l'activité. Il faut prévoir des moyens et des modalités de nettoyage de poste avant chaque nouvelle équipe. Par exemple, un nettoyage de poste en fin d'équipe, mais à nouveau un nettoyage de poste à la nouvelle équipe. Respecter les distances d'1 mètre entre opérateurs via, par exemple, des marquages au sol, des barrières physiques, on peut mettre en place des plexis. S'il y a des postes de travail qui sont distants à moins d'1 mètre, il faut revoir les postes. Il faut regrouper les postes, c'est-à-dire que là où il y avait 2 postes, il faut en faire 1. Ça veut dire un seul salarié. Ça pose la question de la polyvalence, par exemple. Il faut prévoir que chacun ait ses outils de travail pour éviter que ça passe d'une main à l'autre. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir le matériel de nettoyage des outils. Un autre point un peu stratégique, les approvisionnements. Il y a des contacts avec les transporteurs qui apportent les marchandises ou qui les emmènent. Ça nécessite de revoir un nouveau protocole de transport qu'il faut communiquer aux transporteurs. Et que chacun ait l'information suffisante pour savoir comment fonctionner en cette période de crise. Et puis aussi un autre endroit un petit peu stratégique dans l'entreprise, c'est les endroits où il y a les pauses repas, etc. Donc l'idéal, c'est de demander aux salariés d'amener son repas, ses boissons, voilà. Sinon, il faut réaménager les salles de pause, quitte même à trouver d'autres endroits pour agrandir les salles de pause pour faire en sorte que les gens puissent manger à des distances sécuritaires. Et puis, bien sûr, toujours mettre à disposition ce qu'il faut pour le lavage des mains. Et puis, organiser aussi, là on l'a pas noté, mais un décalage dans le temps, un cadencement des pauses pour toujours éviter qu'il y ait beaucoup de monde dans un même endroit. Si on décale les pauses repas, ça permettra effectivement d'avoir les espaces suffisants entre les gens. Alors, des questions sur le nettoyage des locaux et des surfaces. On sait que les coronavirus survivent quelques heures sur les surfaces inertes sèches et encore plus sur les surfaces humides, c'est-à-dire les douches, etc. Donc, il faut être très vigilant et effectivement bien nettoyer plusieurs fois par jour les postes de travail, les douches après chaque utilisation, avec donc des lingettes imbibées de tensioactifs, donc détergents, dégraissants, traditionnels, frottés, puisque le virus il va bien partir au frottage. Il faut prévoir des temps d'entreposage des produits, des colis, des récipients qui auraient pu être infectés, afin qu'ils ne transitent pas de main en main. Nettoyer très fréquemment les surfaces comme les rampes d'escalier, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur. Alors nous, on préconise de mettre hors service les distributeurs de boissons et que on ait plutôt une remise quotidienne d'une bouteille d'eau à l'entrée du site de travail, pour que on n'ait pas de contamination. Mais si toutefois les distributeurs restaient en service ou les fontaines à eau, il faut effectivement entre chaque
personne qui l'utilise, passer une lingette, voilà, dégraissante, détergente, détachante, et ensuite la laver à l'eau, hein, parce que voilà, il y a aussi des aspects écologiques qu'il faut peut-être aussi regarder, hein, toutes ces lingettes jetables, faut peut-être faire un petit peu attention, hein, et prendre plutôt des choses que l'on va pouvoir nettoyer, laver à plus de 60 degrés, dans l'usine ou dans l'entreprise. Dans le cadre des bureaux partagés, attention, le gouvernement dit qu'il faut quand même éviter ce qu'on appelle les flex office, c'est-à-dire ces postes de travail où on peut se succéder entre salariés. Là-dessus, aujourd'hui, c'est vraiment proscrit. Il faut plutôt privilégier des postes fixes, hein, qu'une seule personne utilise, très éloignés les uns des autres, et les nettoyer à la fin de la journée. Chacun nettoie son poste, son clavier, sa souris, son téléphone, etc. S'oppose du coup l'élimination de ces lingettes, de ces masques jetables, etc. Poubelle, double sac, et à pédale pour éviter le contact cutané. Aération, ventilation des pièces de travail. Vous avez été nombreux à poser la question. En l'absence de ventilation mécanique, aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres, 15 minutes, il me semble, 4 fois par jour, a dit le gouvernement dans le protocole édicté hier. Voilà, le plus souvent possible, on aère, et quand c'est possible, on aère, hein, dès qu'on a une pause, on aère bien les locaux. Si on ne peut pas, eh bien, à ce moment-là, on maintient la ventilation mécanique et on est très vigilant à ce qu'il n'y ait pas un recyclage, par contre, qu'il n'y ait pas un recyclage interne, hein, qui est tout le temps une prise d'air extérieure. Là-dessus, l'INRS donne pas mal d'instructions. Et vous pouvez appeler la CARSAT, votre CARSAT, pour qu'ils viennent éventuellement inspecter les systèmes de ventilation que vous avez et demander aussi les notices. L'intervention d'entreprises extérieures, Lucie en a un petit peu parlé, hein, vous savez qu'il y a de toute façon l'obligation systématique d'établir des plans de prévention lorsque l'entreprise vient régulièrement dans l'entreprise, plus de 400 heures par an. Ces plans de prévention entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure doivent bien sûr comporter toutes les précautions de non-contamination et de non-propagation du virus. Et il faut bien sûr, quand les entreprises interviennent, faire attention que la distanciation soit bien préservée. Quid des relevés de température? Alors, on est bien contente avec Lucie et les autres collègues de Syndex, hein, d'apprendre hier qu'il y a une position très claire et très précise du gouvernement qui dit que cette prise de température, elle est déconseillée. Parce qu'elle ne sert pas à grand-chose, parce que vous pouvez avoir le Covid sans avoir de la fièvre, donc finalement, ça n'élimine pas tous les cas de contamination. Vous êtes contagieux bien avant d'avoir de la fièvre, donc de toute façon, quand bien même ce jour-là vous avez de la fièvre, les 2 jours précédents vous avez contaminé les gens. Hein. C'est une entrave à la liberté. On ne doit jamais, de toute façon, donner le résultat des températures à un supérieur hiérarchique. Donc, ça doit être fait de manière absolument, auto-administrée. Hein. Éventuellement, on peut proposer aux salariés de vérifier leur température à l'entrée sur un site, mais ça ne peut pas prendre un caractère purement obligatoire parce que c'est intrusif et c'est une atteinte aux libertés. Et lorsqu'un salarié est contaminé, alors lorsqu'un salarié présente des symptômes, lorsqu'il tousse, lorsqu'il a de la fièvre une fois entré sur le site, qu'il se sent mal, etc. Alors il faut prévoir dans le protocole de continuité ou dans le protocole de reprise d'activité les conditions d'isolement, de rapatriement du salarié, qui on mobilise. Alors si vous avez bien sûr des sauveteurs secouristes, le médecin du travail en interne, un infirmier, ce sont eux qui pourront s'occuper du malade puisque eux sont équipés et connaissent très bien les protocoles à suivre. L'idée, c'est de toute façon très vite
de prendre les moyens pour que la personne puisse regagner son domicile. Soit elle le fait toute seule parce qu'elle se sent, soit on appelle quelqu'un de sa famille, soit s'il y a vraiment des signes très inquiétants d'insuffisance respiratoire, on appelle le 15, mais uniquement si vraiment les symptômes sont là vraiment très importants. Hein. Et ensuite, eh bien, on désinfecte son espace de travail en respectant un protocole précis avec des bandeaux de lavage à usage unique, évidemment, pour ne pas contaminer d'autres lieux. Nous arrivons à la dernière diapo. On est désolé, on a été un peu long, mais je crois qu'on a pu répondre en même temps dans le chat à pas mal de vos questions. Repenser, renforcer au quotidien les mesures de protection. On l'a dit, mais on vous le redit, via une analyse des situations de travail. Ça, c'est vraiment, c'est fondamental, hein, à un moment donné, de ne pas s'en tenir à des mesures génériques, à des mesures prescrites. Hein, n'oublions pas, un plan de prévention ne peut pas penser à tout et tout anticiper. N'oubliez pas qu'un risque peut en cacher un autre, que supprimer un risque peut en générer un autre. Et donc, l'outil principal des représentants du personnel qui s'appelle l'inspection des situations de travail doit être mobilisé très régulièrement par vous, les représentants. Allez dans les sites, questionnez les salariés, appelez-les quand ils sont en télétravail, suivez pas à pas toute cette reprise d'activité qui est source de grosses inquiétudes, qui est source de gros risques psychosociaux. Hein. Les risques psychosociaux, ils sont liés à un fort sentiment d'insécurité. Ils sont liés, Lucie l'a dit, à des nouvelles formes de polyvalence qui vont devoir s'imposer et qui vont créer de l'intensification du travail, ce qui va créer de l'usure professionnelle, parfois des situations de stress. Elles sont liées à des changements horaires qui sont parfois très compliqués à supporter pour les personnes. Donc ça donne aussi des risques psychosociaux, la perte des collectifs de travail et parfois ce sentiment d'injustice, d'iniquité, de se retrouver entre guillemets au front, soi et pourquoi pas les autres. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est énorme, c'est un chantier énorme qui est devant vous. Moi, je trouve que la manière dont les entreprises traitent le Covid, c'est souvent très révélateur. C'est une sorte de miroir grossissant de la manière dont les employeurs traitent les autres risques. Donc, c'est l'occasion pour vous, eh bien, de mettre en lumière des tas de choses qui passent parfois un petit peu inaperçues dans les autres temps de la vie classique des entreprises. Là, tout est mis en lumière, tout est mis sous le feu des projecteurs. Et c'est le moment de montrer que vous êtes incontournable et que vous avez votre place très importante dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Lucie pour la conclusion. Oui, bon, on a malheureusement là, on arrive à la fin de ce séminaire, donc bon, j'espère que on a pu répondre quand même à une bonne partie de vos questions. Ceci dit, si vous avez des questions très urgentes, vous pouvez et auxquelles on n'a pas répondu, hein, vous pouvez les poser sur contact@syndex.fr. Sinon, comme le disait Michel Crépin en début de webinaire, nous organisons donc un Zoom mercredi 6 à 15h donc pour les personnes de la fonction publique et lundi 18 mai à 11h pour les salariés de droit privé. Voilà, donc sinon le replay sera disponible donc sur le site de la CFDT. Voilà, sinon vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, donc merci d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt, je l'espère.